Bonjour à tous, bienvenue au campus Fonderie de l'Image. Ok, plutôt ici. Parfait, je fais le test en même temps. Ok, très bien. Donc bonjour à tous, je suis Audrey Batting, je suis la directrice de l'offre et du développement au campus Fonderie de l'Image. Donc bienvenue à cet 11e événement du colloque international de la typographie. Merci à Simon, aussi à tous les intervenants qui ont permis la réalisation de cet événement. Merci pour votre disponibilité. Merci aussi à toutes les écoles, à tous les professionnels qui sont présents aujourd'hui. Le rôle du campus, c'est une école qui a aujourd'hui 700 étudiants, avec un projet très fort d'insertion professionnelle et sociale autour du rayonnement de la culture visuelle, du design graphique, de la communication, du numérique. Donc c'est très important pour nous de réaliser ces événements. Aujourd'hui, on accueille 3 événements clés. Le colloque, comme aujourd'hui, mais aussi les puces de Lilu, qui seront présentes les 29 novembre et 1er décembre. 30 novembre et 1er décembre, merci Valentina. Et au mois de mai, en général, avril-mai, les puces de la typographie. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis ravi de vous retrouver pour cette 11e édition du colloque Fountain Faces. Donc je vais vous faire une petite introduction pour présenter un peu la thématique de cette année. Juste avant cette introduction, donc je remercie le campus et je remercie aussi toutes les personnes qui sont présentes ici, parce que là on est un peu victime de notre succès. Donc voilà, merci d'avoir répondu présent à l'invitation à la fois en présentiel et aussi en distanciel, parce qu'on a du monde aussi qui suivent les conférences en live. Alors, pour présenter donc cette thématique qui, comme vous l'avez vu, parle de tag, graph et graffiti, mais je vais reprendre un peu depuis le début. Donc avant de commencer, je vous propose une introduction sur la thématique de cette année, écrire partout et vite, que nous pourrions résumer ainsi, faire des graffitis. Cette thématique est en écho avec les 2 années précédentes. Il s'agit de la notion de geste d'écriture, mais cette fois sous l'angle de la transgression et de l'urgence. Nous aborderons les aspects en tension du graffiti dans sa relation entre le pouvoir et l'espace public, entre vandalisme et champ de création artistique, entre académisme et transgression. Aux origines du substantif graffiti, c'est dans un ouvrage de Raphaël Garuzzi sur les inscriptions gravées sur les murs de Pompéi qu'apparaît pour la première fois le terme graffito au singulier, graffiti au pluriel et en italien bien sûr. Parmi ces marques dans la ville, il y a des signatures, des déclarations d'amour, des dessins obscènes, des caricatures de personnages politiques, des portraits de gladiateurs renommés, des insultes ou encore des phrases philosophiques. En gros, un peu tout ce qu'il y a déjà encore qui existe actuellement, à part les gladiateurs bien sûr, mais toutes les thématiques sont déjà présentes. L'étymologie du néologisme incorpore l'écriture avec graphio, le stylet à écrire, venant du latin graphum et raflure, et qui vient lui-même du grec grapheim, qui signifie écrire, dessiner et peindre. Et sgraffito, littéralement égratigner ou graffiare, griffer, d'un côté une sorte de poinçon qui servait à tracer des lettres dans la cire, et de l'autre un procédé de décoration murale où il suffisait de gratter. Alors, Nicolas Mèche précise que le mot graffiti possède aussi une racine commune avec la griffe. C'est un terme qui appartient au champ sémantique de l'animalité de la violence. Il cite Dominique, alors je vais écorcher un peu le nom, je suis désolé, Gurdjian, Jean-Pierre Leroux et Denis Rioux. Donc je vous lis la citation qui est présente dans leur livre. On retrouve là une sorte d'usage noble de la griffure, dont le revers familier serait le griffonnage, écrire ou dessin tracé à la hâte, sans soin et grossièrement, du griffonnage au gribouillis, le pas est vite franchi, ajoutant à la notion de hâte celle de maladresse, d'incompétence, à la belle égratignure d'où s'ornaient les façades, s'est-elle dégradée en vil graffiti. Quoi qu'il en soit, la gravure, l'incision sont la caractéristique technique dominante de la tradition du graffiti. Alors bien évidemment, le terme graffiti ne suffit pas pour cette thématique. Donc je vais rajouter 2 autres termes qui sont à compléter celui de graffiti, donc le tag et le graphe.
Le premier est une reproduction brève, difficilement lisible, en très simple et en général d'une seule couleur correspondant à la signature qui prend la forme d'un pseudonyme. Et le second, dans la continuité du premier, que je viens de citer, le tag, est un lettrage selon un tracé plus ou moins complexe en double ligne avec un espace intérieur, extérieur, la version, on va dire, plus institutionnelle du tag. Amplifié par l'avènement du hip-hop, l'origine du tag est américaine et date des années, on va dire, 60-70. Le mouvement commence à Philadelphie aux États-Unis avec des noms comme Cool Herc ou Cold Brain. S'en suivra une vague de graffeurs à New York avec des précurseurs tels que Demetrius aka Taki 183. En France, à partir des années 90, le sujet des graphes devient une des préoccupations de la sociologie urbaine. Par le tag, ces praticiens et praticiennes trouvent une entité positive connue seulement des initiés, et qui leur permet d'échapper momentanément à un classement social stigmatisant. Le principe du tag, c'est de se faire un nom dans le cercle des initiés. Ces derniers se distinguent les uns les autres dans les rues par la multiplication de leurs marques. L'auteur ou l'autrice cherche à manifester une présence à travers un message pour l'ensemble des regardants. Inscription de noms, d'idéaux politiques, de messages poétiques. Là, j'ouvre un peu par rapport à tout à l'heure. Ces signes graphiques projettent dans le monde le scripteur ou la scriptrice et y réalisent leur liberté. Faire signe ici et maintenant et y laisser une empreinte. Une trace manuelle se révèle. Nous percevons un humain en même temps que nous y voyons une signification. Nous avons l'indice d'un geste humain. Pour poursuivre sur la visibilisation du corps, nous pouvons reprendre la sémiologie de Peirce et sa théorie du signe. Les écritures sont les traces d'une action réelle par l'indice qui se révèle. Exemple, la trace de pas qui vise la personne qui l'a produite. Donc l'indice, c'est le lien de causalité en fait dans un signe. Une lettre manuscrite manifeste la présence du scripteur ou la scriptrice afin de... En fait, c'est une présence qui est une absence, mais bon, c'est un peu... Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le sens se révèle par une description réfutable du monde, mais plutôt par une monstration. En plus de signifier, il montre en fait. Il montre la personne qui l'a écrite. Une connexion réelle entre le signe et une personne qui donc je le disais, révèle. Cette incarnation du corps est principalement une réponse au refus d'être dominé et exclu socialement. Défiant, voire transgressant les contraintes sociales de comportement vis-à-vis de la communauté, ces écritures sont des affirmations de l'individualité et l'exercice d'une liberté. Pas vraiment en dehors de la société, mais au contraire revendiquant une place dans celle-ci. En plus de se rendre présent à autrui, ils et elles se rendent présents à eux-mêmes. L'adrénaline suscitée par la mise en danger de soi, plus ou moins grande selon les cas, devient un besoin ressenti dans leur chair et qui donne le sentiment de se sentir vivre. Pour revenir sur la notion de geste issue de notre corps, celui-ci devient la limite de notre monde propre, le mvel, comme pour le dire. Par la médiation de la main, l'outil amplifie les contraintes de la locomotion humaine et devient libre d'une multitude de gestes, dans le sens où nos gestes ne se limitent pas ou plus au corps humain, il les augmente. Ces outils, par l'extension mécanique, créent un nouveau monde et permettent en retour d'étendre le nôtre. Mais le geste ne suffit pas. Le corps, l'outil et le milieu doivent s'articuler en même temps et créer une potentialité dans la trace. Donc on a à la fois le corps, donc le corps est doublement médié, notre cerveau active notre corps et l'outil comme prolongement pour produire la trace. L'outil devient le potentiel, il matérialise notre pensée qui passe d'un flux à une pause. Elle devient une surface, et là arrive le milieu associé. On a l'espace, la rue, le lieu où on va taguer, et la surface, un mur de l'intervention. Toute technique modifie plus ou moins en profondeur notre rapport au temps et au territoire, à l'espace. Action et discours s'incarnent à travers des outils pour recouvrir une surface ou la graver sans se faire voir. Ces écritures impulsives émanant d'une urgence sont rendues possibles par la mise à disposition d'un ensemble d'outils d'écriture. Bien évidemment, sans ces outils, ce serait un peu plus compliqué. Donc l'aérosol, le marqueur et apparemment depuis la fin des années 2000, le pulvérisateur, engendrant un champ des possibles et permettant de fournir au geste une immédiateté. La rapidité est rendue possible par l'outil d'écriture. Écrire vite et écrire partout. Nous agissons à travers ces outils et en retour, ces outils façonnent nos comportements, créant des nouveaux modèles gestuels de lettres composés d'un ductus. Nous passons d'écriture figée à des écritures par l'empreinte du temps. Le tracé garde la marque du flux, un flux ininterrompu pour aller vite. Nous pouvons observer le passage de ce temps dans ces écritures. Alors, pour traiter cette thématique, après cette courte introduction, donc j'ai le plaisir d'accueillir par ordre initialement de passage, il y a eu une petite modification que je vous dirai par la suite. Donc Félix Fargeas, Papon Puniaotra, Daniel Berriot, Ion Type,
Camille Martinet, François Chastanet, Jean-Baptiste Barra, Colline Sunier et Charles Mazet. Donc, je tiens encore également à les remercier et d'avoir répondu présent à mon invitation.